Il expulse les mots et les idées à la vitesse d'une mitraillette. Voici Mathieu Bock-Côté. Tant de mots qu'il faut écrire, plus de mots qu'il faut pour dire vrai ou faux. Bonsoir Mathieu, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes sociologue et chroniqueur, vous intervenez dans divers médias ici au Québec et en France. Je vous lance un défi. J'ai 15 questions, on a 15 minutes. Ah oui, d'accord. Et vous n'avez pas le droit de commencer vos réponses par certes, en somme et soyons sérieux. Soyons sérieux. Mathieu, vous venez de publier l'essai Les deux Occidents dans lequel vous prétendez que l'Occident est divisé en deux blocs. D'un côté, l'Amérique trumpienne et de l'autre, l'Europe progressiste. Vous dressez un constat qui est sombre de notre monde. Vous allez même jusqu'à dire que l'Occident a commis une forme de suicide. Est-ce que ça va si mal que ça? Je crois, c'est-à-dire il suffit de regarder l'histoire des 30 dernières années en quelque sorte. Parce que ce livre, c'est un peu une forme d'histoire du cycle de ce que j'appelle 1989. Donc la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, le monde qui se construit à partir de là. Et le monde qui se construit, on nous dit, on va faire tomber les frontières. On va passer de la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. On va chercher à encadrer la liberté d'expression de telle manière qu'on va interdire de plus en plus de propos. On va chercher à construire un monde qui, au nom de la saine diversité, va de plus en plus condamner les peuples à l'étouffement identitaire. Mais ce monde, aujourd'hui, fait faillite, on le voit. Et ce que je cherche à raconter, c'est de quelle manière, comme il y a eu au 20e siècle deux Allemagnes, il y a aujourd'hui deux Occidents, c'est-à-dire des deux côtés de l'Atlantique, deux conceptions très différentes de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce que veut dire être occidental aujourd'hui. Vous soutenez que Donald Trump a fédéré les Américains en colère contre la mondialisation économique, l'immigration et les élites bien pensantes. Les mêmes sujets sur lesquels vous chroniquez souvent. Êtes-vous trumpiste à vos heures? Non, je suis québécois d'abord et avant tout. Et comme tout Québécois, je me méfie de l'Empire au sud de la frontière qui tend à considérer les deux pays qui sont au nord, le Canada et le Québec, comme finalement des espèces d'entités secondaires qu'on peut piétiner. Donc, je n'ai aucune sympathie en tant que telle pour le personnage. Ensuite, je pense qu'on doit comprendre ce qui s'est joué là. Parce qu'une trop grande partie du commentariat aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, se contente de dire Trump méchant, Trump pas gentil, Trump pas fin, sans chercher à comprendre ce qui s'est exprimé à travers lui, à travers ce personnage ubuesque, brutal, grotesque. Mais il y a quelque chose qui s'est exprimé à travers lui, un désir d'enracinement, une critique d'élite déréglée, je le pense aussi, un appel à un retour à la nation, un retour aux frontières, un retour aux identités. Et le personnage lui-même ne doit pas faire écran sur les tendances lourdes qu'il a canalisées. Parce que ça vous déplaît pas, ça? Le retour aux identités nationales, ça ne me déplaît pas. J'espère que non. Le retour à une certaine maîtrise des frontières, je pense que c'est une bonne chose. Le fait de déconstruire le politiquement correct, qui fait en sorte que pendant quelques années quand même, ça a duré un bon moment. Si vous affirmiez, par exemple, que jamais un homme ne pourra accoucher, eh bien, vous étiez transphobe. Le simple fait d'aujourd'hui remettre en question cette espèce de discours obligatoire politiquement correct, je pense que c'est une bonne chose de le déconstruire. Ensuite, je suis très heureux de voir qu'au Québec, on puisse le faire d'autres manières. OK. On continue. Vous comparez l'Union européenne à l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un regroupement d'États totalitaires, un régime répressif qui a fait des millions de morts. Quel rapprochement vous faites avec l'Union européenne, une fédération d'États jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques? Alors, jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques. On laisse de côté les millions de morts, évidemment. Je ne dis pas que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est l'URSS. Ça va de soi. Je dis que certains des travers les plus inquiétants qu'on a connus en URSS se reproduisent aujourd'hui. Tel que? Par exemple, la volonté d'assimiler tout désaccord avec l'époque à des propos haineux. Je vais vous donner un exemple, bien que ce pays ait quitté l'Union européenne récemment. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet que les autorités officielles disent c'est un tweet haineux. Mais la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin pour un propos qui choque les uns les autres, je trouve ça soviétique. Quand on voit, comme on le voit en France aujourd'hui, certains disent, ils sont inquiets de l'arrivée des conservateurs, des populistes, des identitaires, appelez-les comme vous voulez, au pouvoir. Ils disent, il faut faire en sorte que si jamais ils arrivent au pouvoir, ils ne puissent pas tenir le référendum qu'ils veulent tenir, parce que le peuple est trop inquiétant. Dans leur esprit, trop souvent, le peuple, c'est une masse qui agrège des préjugés inquiétants, et dès lors, il faudrait protéger la démocratie contre le peuple. Et ça, je pourrais multiplier les exemples, je pense que la méfiance envers le peuple, la méfiance envers la démocratie, la méfiance envers la liberté d'expression, tout ça au nom d'une conception, d'une forme de progrès P majuscule, dans les faits, ça nous conduit à une forme de nouvel autoritarisme qui ne dit pas son nom. Oui, mais la liberté de parole, quand c'est des propos haineux,
Alors, Est-ce que ça reste la liberté de parole acceptable? je crois qu'on va voir un échange qu'on a eu il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on entend par propos haineux? Ben, je vous pose la question. Je le constate qu'aujourd'hui, si, par exemple, je redonne mon exemple de tantôt, madame est devenue monsieur, Ouais. et en tant que monsieur, il accouche. Je suis désolé, mais non, jamais un homme ne pourra accoucher. Dire cela en Europe, vous pouvez être accusé de transphobie. Si vous constatez, c'est un propos haineux, si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise avec l'immigration massive qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures, on peut vous accuser de racisme et de xénophobie. Donc le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à criminaliser, à pénaliser toute remise en question d'une forme de, vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Ouais. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. C'est par exemple, si je vous disais, Guilla, que je vais vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui, Oui. parce qu'il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. OK. Mais, je pardonne. Mais cela dit, moi, je ne parle pas de ça. Je parle de propos politiques. Et je constate qu'aujourd'hui, on cherche à pénaliser ce qui relève globalement du conservatisme. OK. Parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace notre civilisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Qui veut que des élites s'organisent une espèce de mise en minorité des Français dits de souche par des immigrés venus de l'extérieur de l'Europe. Dans votre livre, vous dites ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Premièrement, Pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste? Premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé qu'il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés, ça va nous transformer démographiquement. Donc, je constate que le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise. J'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je n'utilise pas et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi. Puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Et si on ne comprend pas que le fait de devenir minoritaire chez soi, le fait de devenir étranger en son propre pays, et pourquoi? Dans notre cas, parce que le fait de parler français, ça va être un accommodement raisonnable qu'on va nous accorder dans quelques années, parce que dans les faits, nous ne serons plus la norme. Vous allez voir, à ce moment-là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Je vous cite, « L'homme occidental est devenu un zombie surmédicalisé qui demain se soumettra aux islamistes qui feront la loi dans son pays. » C'est pas ça, le grand remplacement? Non, c'est une description de ce qui se passe, par exemple, à Bruxelles aujourd'hui. C'est-à-dire, on est des sociétés quand même surmédicalisées. Je pense que c'est un élément central dont on peut se désoler. Ensuite, on a nos sociétés qui devancent quelquefois le progrès de l'islamisme, qui est un vrai problème, à ce que j'en sais. L'islamisme qui ne vient pas toujours dans sa forme terroriste. On a parlé du Bataclan il y a quelques minutes. Mais l'islamisme qui vient quelquefois avec l'imposition de normes, qui dit, par exemple, les codes de la pudeur qui viennent du monde islamique doivent s'imposer au monde occidental, que l'on juge décadent quelquefois avec l'émancipation des femmes et ainsi de suite. Mais je m'excuse, mais ça, pour moi, c'est une conquête à l'échelle de l'histoire. Et encore une fois, c'est pas la théorie conspirationniste et raciste du grand remplacement avec des traits d'union entre tous ces mots-là. Je constate simplement qu'allez vous promener aujourd'hui à Bruxelles, par exemple, allez à Londres et vous allez constater qu'en ces grandes villes, il y a quelque chose qui s'est passé. L'identité historique de la Grande-Bretagne ou de la Belgique, dans notre cas, est devenue minoritaire. Donc ça, je pense que c'est un problème. Puis pour ce qui est de l'islamisme, si vous ne voyez pas que dans nos sociétés, au nom, par exemple, c'est un bon exemple, au nom de la lutte contre la haine, eh bien, on a vu aujourd'hui que certains nous disent un instant, critiquer les religions, critiquer l'islam, c'est de l'islamophobie. L'islamophobie, ça doit être interdit. Je ne suis pas de ceux qui veulent interdire la critique des religions. Avez-vous peur de disparaître? Les Québécois? Oui. Vous connaissez probablement le très beau documentaire qu'a fait Lise Payette à la fin des années 80. Le titre, c'était « Disparaître ». Qu'est-ce qu'elle disait là-dedans? C'est que les Québécois, si la tendance se maintient, vont devenir minoritaires chez eux. Lise Payette, à ce que j'en sais, qui n'était pas une idéologue d'extrême droite. Non, mais c'est facile à dire, ça. C'est-à-dire, elle a raison, on le sait depuis longtemps. OK, vous n'avez pas peur de disparaître comme Québécois, Guilla? Ben oui, mais pas nécessairement à cause de l'immigration, parce que nous sommes de moins en moins nombreux dans un continent où il y a de plus en plus d'anglophones. Okay. Je vais vous raconter une histoire, ça s'appelle le 30 octobre 1995. Les Québécois francophones, le groupe historiquement interpellé par la question nationale au Québec, votent oui à 61 %. L'indépendance ne se fait pas là pour les raisons que l'on sait. Aujourd'hui... que l'on sait.
Oui. Ben, aujourd'hui, quand on nous parle de l'avenir de l'indépendance du Québec, l'argument principalement utilisé souvent pour des gens qui seraient plutôt sympathiques, mais ils disent « ça se fera pas ». J'y serais favorable, mais vu le changement démographique au Québec, ce n'est plus possible. Vu et sachant que l'immigration massive est le principal élément d'explication de l'anglicisation de Montréal, de Laval et ainsi de suite, donc je ne dis pas l'immigration, c'est le seul facteur. Je dis que l'immigration massive aujourd'hui, au Québec, s'anglicise. Mais- Et c'est normal, c'est normal. Les populations qui viennent d'ailleurs arrivent d'abord en Amérique du Nord. Dans leur tête, le Canada est une forme d'État américain. Ils arrivent au Canada. Au Canada, il y a 2 langues officielles et Ottawa nous explique qu'au Québec, le français est optionnel. Et quand vous fonctionnez à Montréal, à Laval, dans 15 ans, sur les 2-4-5-0, le français deviendra optionnel. Voulez-vous me dire, dans ce contexte-là, comment on peut réussir l'intégration? Donc, pour vous, il y a le nous et eux. Ben, est-ce que pour vous, les Américains, c'est des eux? Est-ce que quoi? Est-ce que vous allez les États-Unis? Pour vous, c'est eux? Ben oui. Ben, Ça commence- oui. Donc, il y a toujours un « eux » quelque part. Oui. Il y a au Québec un « nous » qui est une majorité historique francophone, à laquelle se sont agrégés des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, mais Du c'est Chili, correct. bien sûr, du Chili, de la Kabylie, Ouais. de partout. Ensuite, le fait est que cette majorité n'a pas une capacité d'intégration infinie. Et le jour où, au Québec, ça va être majoritairement anglophone plutôt que francophone, et ça, si je peux me permettre, c'est pas dans le 5e millénaire, là. C'est plutôt bientôt. Ouais. Mais à ce moment-là, le Québec ne sera plus le Québec. Je ne me résous pas à l'idée de devoir vivre en étranger dans mon propre pays. Donc, nous allons nous faire louisianiser. Pour reprendre la formule de François Legault, qui est une formule assez populaire dans les années 70. Vous savez, la louisianisation, l'acadianisation, on disait ça dans les années 70-80. Aujourd'hui, je pense qu'on a une forme de... Il y a une tendance qui nous pousse vers là, sauf si on a un sursaut. Et le sursaut, d'un point de vue québécois, ailleurs c'est autre chose, mais c'est l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, si le Québec, dans les prochaines années, ne se réveille pas et ne fait pas le choix de l'indépendance du Québec, nous allons devenir d'abord un gros Nouveau-Brunswick, et peu à peu, on va avoir la chanson Mommy Daddy que vous connaissez, la chanson Mommy Daddy qui est bouleversante. J'ai l'impression que c'est notre avenir si on ne se reprend pas en main. C'est ça qu'il y a Les- beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. Proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René par exemple. Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Non, mais ça, je Américains. veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi, je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Vous pensez que ça va mieux aujourd'hui, vraiment, à ce point-là? Non, c'est que la démographie au Québec a changé. Oui. Alors, les gens qui habitent ici, qui sont des Québécois, de souche ou non, Oui. qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui travaillent ici, Oui. ils représentent ce nouveau Québec ou ce nouveau Canada. Ce ne sont pas les eux Et, qui sont et- ici maintenant. et d'ailleurs, qui me Ce ne sont pas suit, les on en a... Américains. Non, mais Vous un faites la instant. comparaison avec les Non, Américains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y a un nous et un eux, ça structure l'histoire. Il y a toujours un nous et un eux quelque part. Par exemple, moi, mon eux, c'est le Canada anglais. C'est peut-être même le cas pour vous. Le Canada anglais, on a la même citoyenneté, on a le même papier, le même passeport, mais pour moi, le Canada anglais, c'est un eux respectable. Tout comme l'Espagne, c'est un eux respectable. Les États-Unis, c'est un eux respectable. Faites la liste. Mais le fait est que le cœur du nous québécois, la raison pour laquelle le Québec n'est pas une province canadienne comme les autres, c'est qu'il y a ici un fait francophone inscrit dans 4 siècles d'histoire. Si vous balayez ça, si les Québécois francophones ne deviennent qu'une communauté parmi d'autres dans le Québec pluriel trudeauisé, mais je vous rassure, vous n'existerez. Une émission comme celle-là ne sera plus possible dans 15 ans parce qu'elle n'aura plus de public. Mais qui Parce- a parlé de balayer ça? Qui veut balayer ça? Ben, vous êtes au courant qu'il y a un gouvernement à Ottawa, c'est un régime fédéral, qui considère globalement que la différence québécoise est une forme de différence résiduelle embêtante. Oui, Je bon. me trompe pas. Mais on n'est pas obligé d'accepter Ben non. cet énoncé. Mathieu, Non, mais je constate, parce que je ne l'accepte pas, je suis indépendantiste. Parce que je suis indépendantiste, je cherche à faire en sorte qu'on réussisse à construire autour de 2027, 28, 29, le prochain camp du oui, qui sera capable de rassembler les gens. Vous savez, en 95, il y avait dans le camp du oui Françoise David et Éric Duhem. Le prochain camp du oui, il va falloir qu'il y ait Mme Gazal, s'en vient, je crois, Ruba Gazal, et, si possible, Éric Duhem, et Maxime Bernier, et Guy Lepage, et Jeff Fillion. Tous ces gens-là ont vocation à se rassembler dans le camp du oui. Si on n'est pas capable... Un pays qui veut faire son indépendance, ça rassemble des gens qui pensent rien en commun, sauf sur un point central, mettre chez nous. Mathieu? Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée. Mais s'il y a nous et il y a eux, il n'y en aura pas d'indépendance parce qu'il faut la faire avec Bien sûr, non, mais ben oui. je tends la main. Vous Avec connaissez la eux et belle nous. formule de Parizeau, hein? C'est-à-dire que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ça, j'y crois fondamentalement. Mathieu, Ensuite, je constate une chose, si vous me permettez, Ouais. que dans ce nous, à un moment donné, il faut vouloir le rejoindre. Et le point de départ, c'est la langue française. Est-ce que vous constatez, comme moi, qu'aujourd'hui, la capacité d'attraction du français est moins grande au Québec qu'elle l'était autrefois?
Je considère que nous avons fait une mauvaise job pour convaincre les nouveaux arrivants de parler Ah, français. ben ça, je connais ça par cœur. Vous savez, aux États-Unis, on n'a pas à convaincre les gens d'apprendre l'anglais. Puis en Italie, on n'a pas à convaincre les gens de parler italien. Ça s'impose de soi. Puis à Ottawa, cela dit, ils C'est convainquent... pas les- vrai, aux États-Unis, il y a plein de gens qui parlent espagnol et qui ne Oui. parlent pas anglais. Bien sûr, mais ensuite, il y a Et une qui ne partie... parle qu'espagnol. hein. Mais Oui, si oui. vous voulez avoir... Ça, si je peux me permettre, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a une crise identitaire aux États-Unis aussi. Mais globalement, si vous voulez progresser dans la société aux États-Unis, l'anglais est nécessaire. Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, rappelez-vous, Oui. a dit qu'une des plus grandes qualités de Montréal, c'est que c'était pas nécessaire de parler français pour s'y épanouir et y réussir. Je constate qu'il avait raison factuellement et moralement, ça me bousille le cœur. Mathieu, Aussi. l'écrivaine Kim Thuy, qui est arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugiée, a déploré le discours sur l'immigration qui a changé au Québec, selon elle. Manon. Et quand on nous dit, oui, vous avez peur des immigrants, puis on vous le répète tout le temps, puis c'est eux les problèmes, ou c'est eux la cause de tous vos problèmes, bien, on finit par le croire. Dans votre chronique du Journal de Montréal, vous lui avez répondu que le Québec ne méritait pas son petit crachat. Oui. Kim Thuy, c'est une immigrante qui est bien implantée dans son pays d'adoption depuis des décennies. Est-ce qu'elle a le droit d'être critique envers son pays? Mais bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui m'avait désolé dans cette critique, dans cette intervention, pardonnez-moi, c'est qu'elle avait dit « Je pense m'exiler ailleurs dans une terre plus hospitalière ». Et là, j'ai juste fait le tour. J'ai dit « Bon, on va regarder ». Aux États-Unis avec Trump, probablement pas. En Grande-Bretagne, il y a eu une marche immense contre l'immigration massive, je suppose que non. En Italie, où le gouvernement s'est engagé sur une politique migratoire stricte, probablement pas. Donc, je disais que critiquer le Québec, évidemment, je passe mon temps à critiquer nos travers, mais dire j'ai envie de quitter ce pays parce que finalement, il n'est plus à la hauteur de mes idéaux, je trouvais que c'est un crachat inutile. J'ai tout le respect du monde pour Kim Thuy. C'est une écrivaine remarquable, mais sur cette question-là, dire je vais jouer à l'exil, mais pour aller où exactement? Moi, personnellement, j'ai pas de pays de rechange. Hein. Je travaille en France parce que c'est un immense bonheur pour moi d'y être, mais mon pays, j'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. OK. En terminant, dernière question. On écoute parler Paul Saint-Pierre Plamondon de ce temps-ci. Son discours, mon Dieu, s'est rapproché un peu du vôtre. Est-ce que vous entretenez des liens avec le Parti québécois? Est-ce que vous le conseillez? Non. Ça, je me suis toujours interdit de conseiller les hommes politiques pour une raison simple. Soit on est éditorialiste, soit on est conseiller. Donc, je ne mélange pas les rôles. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a pas besoin de moi pour réfléchir, soit dit en passant, je pense que c'est le chef le plus impressionnant que le Parti québécois a eu depuis Jacques Parizeau. On peut lui reprocher bien des choses, mais il est d'une qualité intellectuelle tout à fait remarquable. J'ai des désaccords à la tonne avec lui, mais c'est la première fois depuis un bon moment qu'on a un leader indépendantiste qui dit on fixe une orientation, une direction, on rassemble des gens de différentes tendances, on se donne un objectif, on ne s'excuse pas d'être indépendantiste, on ne s'excuse pas d'être nationaliste, donc il n'a nul besoin de se faire conseiller par moi ou par d'autres, je pense, et ce qu'il dit aujourd'hui, je pense que ça peut nous conduire à la victoire avant 2030. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. L'essai Les deux Occidents est en librairie et vous serez au Salon du Livre de Montréal ce jeudi. En effet. Merci, Mathieu.